Une coalition impossible qui provoque une crise politique. Des élections anticipées, la montée de l'extrême droite, le tout accompagné d'une économie qui patine. Il ne s'agit pas là de la France, mais de l'Allemagne. Alors que notre voisin était vu comme le bon élève de l'Europe, le modèle allemand semble aujourd'hui à la peine, à tel point que le pays pourrait ne plus soutenir la comparaison. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez France-Allemagne, le duel, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 2, l'immigration et la montée de l'extrême droite. Il ne vous aura pas échappé qu'en France, les derniers mois ont été marqués par une impossibilité pour nos partis de s'entendre, de parvenir à des compromis stables. Même l'alliance du NFP à gauche vacille depuis quelques semaines. Résultat, les motions de censure se multiplient, les gouvernements changent et les premiers ministres s'enchaînent à un rythme intense. Dans ces moments-là, un exemple apparaît. En Allemagne, la coalition, la concertation, c'est l'ADN du pays. Depuis longtemps, notre voisin allemand est habitué aux alliances gouvernementales. Un coup, les conservateurs de la CDU et le Parti libéral-démocrate s'unissent. Puis, ce sont les Verts et le SPD, les sociodémocrates, qui dirigent de concert. Parfois, ce sont même 3 partis qui doivent cohabiter. Par exemple, la CDU, le FDP et les Verts. Bref, la coalition à l'allemande semblait être un modèle à suivre pour nos personnalités politiques. Mais ça, c'était jusqu'à il y a peu. Alors que l'attention du monde était rivée sur les élections présidentielles américaines, la coalition au pouvoir en Allemagne s'effondrait dans un discours assez abrupt. Comme en France, les divisions politiques s'installent en Allemagne. Comme en France, l'immigration concentre les tensions. Comme en France, l'extrême droite en profite. Pour la suite de cette série, on vous retrouve Éric-André Martin, spécialiste de l'Allemagne, ancien diplomate. Bonjour. Bonjour. Pour comprendre la politique allemande d'aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser à un thème au cœur de la campagne des élections fédérales, l'immigration. Je vous propose de nous rappeler quelle était la politique migratoire quand Angela Merkel était chancelière. Angela Merkel est restée dans l'histoire politique récente comme la chancelière qui a pris la décision d'ouvrir les frontières pour accueillir tous les réfugiés qui étaient massés beaucoup en Turquie au moment de la guerre en Syrie. Donc elle a permis l'accueil de pratiquement 1 million de personnes déplacées venant majoritairement de ces pays. C'est une tradition forte de la politique allemande, notamment dans la constitution de la République fédérale, compte tenu du passé historique de l'Allemagne, de se montrer ouvert et accueillant par rapport aux populations qui vivent des persécutions. Je dis tout simplement que l'Allemagne est un pays fort. Nous y arriverons. Et là où quelque chose se met en travers de notre chemin, il faut le surmonter. Et la Confédération va faire tout ce qui est en son pouvoir, en collaboration avec les Länder et les communes. Ce qui a été à la fois célébré comme une décision courageuse et généreuse par une partie de la classe politique, mais qui en même temps était fortement décriée par une autre partie de la classe politique comme étant une décision irresponsable qui allait soumettre l'Allemagne à de nouveaux problèmes auxquels elle n'était pas préparée. Au milieu des années 2010, cette politique d'accueil est plutôt soutenue par la population allemande. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, ce qui se passe, c'est que depuis 2016, il y a des phénomènes de migration qui ont quand même changé la donne. Bon, le premier d'entre eux étant la guerre d'Ukraine. D'après les chiffres que j'ai pu obtenir sur l'Office fédéral des statistiques, on estime qu'il y a à peu près 1 200 000 Ukrainiens aujourd'hui en Allemagne. Donc, ça change quand même aussi beaucoup la donne. Majoritairement des femmes, d'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a des phénomènes nouveaux et il y a ensuite la poursuite de flux réguliers d'immigration. D'après un document du Bundestag que j'ai consulté, il y avait 350 000 demandes d'asile en 2023. Donc on voit que les flux continuent indépendamment de la guerre d'Ukraine qui vient par surcroît. Et ensuite, il y a un phénomène qu'on voit aujourd'hui qui se traduit politiquement, c'est la question de la limite des capacités d'intégration, puisque ces vagues successives de migrants, pour pouvoir les intégrer dans la société puis dans l'économie allemande, ça a un coût bien évidemment, un coût qui est porté par les communes, qui est porté par les Länder et qui est porté par le niveau fédéral. Et aujourd'hui, on atteint les limites
de ce qui est possible de faire. Et c'est un sujet important dans le débat en Allemagne, parce qu'il y a eu différents faits divers en lien avec l'immigration qui ont marqué la population. Une attaque au couteau qui s'est produite en Allemagne, dans un parc du sud du pays, près de Francfort. Il y a donc 2 morts, dont un enfant de 2 ans. Sur le marché de Noël de Magdebourg, les traces de l'attaque à la voiture bélier sont encore visibles. La police poursuit son enquête dans la ville de Solingen, à la recherche d'éléments de preuve après cette attaque au couteau qui a fait 3 morts et 8 blessés. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment le pays peut mieux réguler l'immigration, c'est-à-dire être capable de réduire les flux de migration illégale, éventuellement expulser les migrants qui ne seraient pas, dont on ne voudrait pas garder sur le territoire, mais maintenir des flux pour pouvoir faire face aux besoins de l'économie. Et ça, c'est très important, compte tenu, je dirais, de la dégradation de la situation démographique du pays. Donc, il faut trouver les bases d'une nouvelle politique qui soit beaucoup plus sélective dans la gestion des flux, et non plus, à la différence de l'époque Merkel, accepter tout le monde, tous les gens qui viennent, sans, essayer de mieux mesurer les implications pour le pays. Et cette nouvelle politique migratoire commence déjà à se mettre en place. Oui, le chancelier Scholz avait pris des mesures assez sans précédent en rétablissant un contrôle aux frontières, donc en suspendant Schengen pendant 6 mois. Et aujourd'hui, dans le débat politique, on va beaucoup plus loin. Si on regarde, par exemple, le positionnement de la CDU, Friedrich Merz, qui est plutôt un homme politique très engagé dans la construction européenne, il va jusqu'à évoquer la possibilité de faire prévaloir le droit allemand sur le droit européen dans la réforme du droit d'asile. Le curseur du débat a été profondément déplacé. Et bien évidemment, vous avez l'AfD, parti l'Alternative pour l'Allemagne, qui est le parti d'extrême droite allemand, qui, lui, est en faveur de solutions beaucoup plus radicales, jusqu'à pratiquer ce qu'ils appellent la remigration, c'est-à-dire le déplacement forcé de populations immigrées jugées non désirables dans leur pays d'origine, voire sur un sol d'un pays tiers. Et ensuite, vous avez du côté plus à gauche, vous avez les Verts qui sont toujours favorables au maintien d'une immigration et d'une politique d'accueil. Et donc, il va falloir trouver un équilibre entre ces différents positionnements. Et ça, c'est un peu aussi l'enjeu de cette élection. Est-ce que ça va permettre de clarifier le débat sur ces questions-là ? Près d'une décennie après la politique d'accueil d'Angela Merkel, la question de l'immigration est désormais au cœur de la campagne des élections fédérales à venir. On l'a dit, le sujet de l'immigration monte et un parti en a fait son thème de prédilection, l'AfD donc. Éric-André Martin, comment ce parti s'est-il installé en Allemagne ? Alors, l'AfD n'est pas au départ, historiquement, un parti qui est né autour de la question de l'immigration. C'est un parti qui a été formé au départ, ce qu'on appelait les professeurs de droit. C'était des intellectuels qui se sont élevés d'abord contre le passage à l'euro. Ils ont estimé que le passage à l'euro et ce qui avait pour contrepartie l'abandon du mark allait fragiliser l'économie allemande. Et ensuite, ils ont trouvé un terrain d'application par rapport à ces idées au moment de la crise de la zone euro pour protester contre les formes d'assistance aux pays les plus en crise dans la crise de la zone euro de 2010-2012, notamment la Grèce, etc., l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Et en fait, il y a eu une nouvelle génération qui est apparue dans l'AfD, notamment suite à la crise migratoire de 2016. Et il y a eu des vagues de protestations, notamment dans les Länder de l'Est. C'était le mouvement Pegida. Ils étaient encore 17 000 dans les rues de Dresde dimanche dernier pour dénoncer ce qu'ils appellent l'islamisation de l'Occident. Des néo-nazis, mais surtout une foule hétéroclite de manifestants qui scandent « Nous sommes le peuple », comme en 1989 pendant la chute du mur. Et donc, ce sont les gens, je dirais pour faire simple, venus plus de ce combat contre l'immigration qui finalement constituent aujourd'hui les cadres du parti et qui développent une politique très anti-immigration
et de plus en plus anti-européenne. Et quelle est l'implantation de l'AfD aujourd'hui en Allemagne ? Alors l'AfD, historiquement, est forte dans les Länder de l'Est, dans les nouveaux Länder. On l'a vu d'ailleurs, ça s'est confirmé lors des élections régionales de septembre, en Saxe, en Brandebourg et en Thuringe, où l'AfD est pratiquement arrivée soit en tête, soit deuxième parti, avec 30% et plus des voix, ce qui est quand même important. Mais ce n'est pas seulement un parti de l'Est, c'est un parti qui devient fort dans l'ensemble du pays, y compris dans des Länder qui sont riches, la Bavière ou la Hesse. Il y a eu des élections régionales en 2023 et on a été, je dirais, surpris par les scores réalisés par l'AfD. Donc c'est un parti qui s'implante sur l'ensemble de l'Allemagne, avec des points plus forts à l'Est, mais sur l'ensemble de l'Allemagne. Et aujourd'hui, si on regarde les sondages, dans la perspective des élections fédérales, l'AfD tourne autour de 20-22%, ce qui est très important. Si on rappelle que lors des élections de 2021, elle avait fait juste un peu plus de 10%. Donc elle ferait plus que doubler son score. Et aujourd'hui, qui vote pour l'AfD ? La sociologie de l'électorat de base de l'AfD sont des gens des classes moyennes, des gens inclus dans la société, qui ont un travail, mais qui ont très peur du décrochage, pour eux et surtout pour leurs enfants, et qui ont peur de la remise en cause finalement d'un modèle dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils se sont développés, et qu'ils voient menacés à la fois sur le plan économique, mais aussi au plan social et sociétal. Et donc, c'est une réaction de défense. Et c'est une différence importante avec ce que pouvait être l'extrême droite allemande dans les années 90-2000, puisque à l'époque, c'était quand même des mouvements très marginaux. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Donc ça peut être votre boulanger ou votre plombier, c'est-à-dire c'est plus simplement des mouvements marginaux traditionnellement ouverts à la violence, etc. Ça a complètement changé. Et justement, est-ce que l'AfD en Allemagne est désignée comme extrême droite ? Alors oui, c'est tout un débat parce que je rappelle qu'en Allemagne, la Constitution prévoit que c'est une démocratie défensive, c'est-à-dire qu'on peut interdire des partis qui auraient pour projet de remettre en cause les institutions et l'ordre constitutionnel en Allemagne. Et donc, lorsque vous avez un parti ou des responsables à l'intérieur de ce parti, plus exactement, qui jouent délibérément le jeu sur les marges, qui reprennent le vocabulaire de l'époque nazie, ou qui jouent avec des concepts de l'époque nazie délibérément, ça pose la question de savoir si on doit déclarer ce parti comme un ennemi de la Constitution et est-ce qu'on peut, à partir de là, ouvrir une procédure d'interdiction. Et ensuite, ça pose quand même une question qui fait débat dans les milieux, je dirais même académiques et politiques, qui est de dire, est-ce que finalement la meilleure façon de combattre l'AfD, c'est pas dans les urnes, ou que dans une procédure d'interdiction qui fera finalement que mieux frustrer les électeurs, qui trouveront que c'est injuste, etc., et qui pourraient après soutenir un autre parti qui se recréerait sous un autre nom. Il y a quelques jours, les conservateurs de la CDU ont fait voter un texte sur l'immigration grâce à l'AfD, et ça a fait beaucoup réagir en Allemagne. Manifestation monstre à Berlin contre l'extrême droite et pour la défense de la démocratie. Autour d'un slogan, révolte des honnêtes gens, nous sommes le pare-feu. En effet, depuis des années, les partis traditionnels refusaient toute alliance nationale avec l'extrême droite, invoquant un cordon sanitaire ou pare-feu contre ces dérives antidémocratiques. Mais la CDU-CSU a récemment franchi le Rubicon en joignant ses voix au Bundestag avec celle de l'AfD lors du vote d'une proposition de loi concernant la politique migratoire. Éric-André Martin, est-ce que les partis dits traditionnels sont prêts à diriger l'Allemagne avec l'AfD ? Aujourd'hui, non. L'AfD, il y a ce qu'on appelle le pare-feu qui est en place, c'est-à-dire ou le cordon sanitaire, selon les traductions qu'on veut prendre, qui est le principe selon lequel on ne construit pas d'alliance avec l'AfD, que ce soit au niveau local ou au niveau fédéral. Donc ça s'est vérifié. On parlait tout à l'heure des élections de septembre dans les nouveaux Länder. L'AfD aurait pu être le pourvoyeur de majorité de la CDU dans tous les cas. Et justement, la CDU a fait le choix de ne pas travailler avec l'AfD parce que ce principe, qui a été adopté par les instances dirigeantes du parti il y a quelques années, a été maintenu. Donc l'AfD n'est pas aujourd'hui un parti considéré comme un parti de gouvernement. Et ce qui fait que dans la perspective des élections fédérales dans quelques semaines, le problème va se poser de savoir, finalement, comment constituer une coalition de gouvernement, puisque si l'AfD
obtient les scores qui sont aujourd'hui indiqués dans les sondages, 22%, ça fait quand même beaucoup de députés, sans compter d'autres partis comme le BSW, etc., ça va réduire la part des partis dits de gouvernement. Au-delà de ça, ça contraint aussi l'agenda politique par rapport aux options qui peuvent être développées en Allemagne. Les conséquences de la politique migratoire d'Angela Merkel sur la politique allemande, il est temps de regarder désormais ce qu'il se passe chez nous. Les étrangers avec des papiers sont les bienvenus. Les étrangers sans papiers ou avec des faux papiers seront raccompagnés chez eux. J'ai fixé un objectif. Nous raccompagnerons chez eux 2 fois plus de clandestins que ce qui a été fait jusqu'à présent. La France, elle est disposée à prendre sa part. La Commission européenne propose de répartir 120 000 réfugiés sur les 2 prochaines années, ce qui représentera pour la France 24 000 personnes. Nous le ferons. Éric-André Martin, dans les années 2010, la France a fait le choix d'une politique migratoire différente de celle des Allemands, en accueillant moins massivement, mais les mêmes questions se posent aujourd'hui chez nous. Oui, en France, on a toujours des flux migratoires réguliers, importants, mais qui ne sont pas nécessairement des mêmes origines géographiques que l'Allemagne, puisqu'on a plus des flux migratoires liés avec le Maghreb, l'Afrique, un peu syrien, etc., mais pas forcément dans les mêmes proportions que l'Allemagne. Le problème est assez similaire en France qu'en Allemagne, dans la mesure où on est confronté à la question de limiter les flux de demande d'asile, de mieux exécuter les expulsions de migrants illégaux, qui a aussi des situations, enfin des faits divers tragiques impliquant des migrants qui font réagir aussi politiquement. Et on va être de plus en plus confronté à la situation de l'Allemagne, compte tenu de la dégradation accélérée de notre démographie, de savoir est-ce qu'on doit et jusqu'où accueillir des populations immigrées pour compenser la dégradation de notre situation démographique. Et donc là aussi, on aurait peut-être intérêt à mieux travailler ensemble sur ces questions. Et en France également, un parti s'appuie largement sur ce thème de l'immigration, c'est le Rassemblement national. Disons qu'il y a une certaine similitude de situation avec un parti d'extrême droite qui tend à s'accroître et à devenir potentiellement une force de gouvernement, avec la volonté des partis traditionnels de les mettre à l'écart. La différence, c'est qu'en Allemagne, c'est un État fédéral et qu'il y a des élections locales pour des gouvernements dans les Länder et que les équilibres politiques jouent aussi un rôle très important. C'est-à-dire qu'il y a une réalité locale, régionale et il y a une réalité nationale. En France, c'est beaucoup plus un problème national. Et la question aussi, c'est précisément ce qu'on disait tout à l'heure autour de la question de l'interdiction de l'AfD, c'est de savoir si ces forces politiques qui sont aussi l'expression d'un mécontentement d'une partie importante de la population, comment ça peut être pris en compte, entendu, et comment on peut le régler pour que ça se résolve dans les urnes. Et aujourd'hui, c'est un peu le sujet en France comme en Allemagne. Pour autant, est-ce qu'on peut comparer le Rassemblement national et l'AfD ? Moi, je me méfie des comparaisons comme ça parce que les deux partis n'ont pas eu du tout la même histoire. On a parlé tout à l'heure de l'histoire de l'AfD, donc on voit bien que c'est très spécifique, à la fois dans la sociologie et dans le temps. Et en France, je ne vais pas refaire l'histoire du Front National, etc., mais on voit bien qu'il y avait une autre histoire. Ça prenait au départ racine dans des mouvements liés à les guerres de décolonisation, le poujadisme, etc. Ce sont des phénomènes très spécifiques, avec un leader charismatique qui est arrivé, qui était Jean-Marie Le Pen, qui a fédéré tout ça, qui a créé un parti, etc. Donc on est dans une autre histoire. Et donc ils n'ont pas, l'un comme l'autre, les mêmes, je dirais, le même ballast historique à gérer. Alors qu'en Allemagne, il y a quand même un phénomène spécifique, c'est que dès lors qu'on joue intentionnellement, d'une manière un peu cynique, avec des réminiscences du passé, ça prend tout de suite une autre ampleur nationale, bien sûr, et une ampleur à l'extérieur aussi. C'est-à-dire que les investisseurs étrangers vont être très sensibles à l'évolution, par exemple, de gouvernements régionaux qui seraient, je dirais, très alignés sur le programme de l'AfD, etc. Donc il faut bien voir ça aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est observé attentivement à l'extérieur. Merci beaucoup Éric-André Martin pour ces précisions et on vous retrouve demain pour le 3e épisode de cette série. Merci, à demain. Un épisode qui sera consacré à un sujet de tension entre la France et l'Allemagne, le climat,
Alors pour ne pas manquer ce prochain volet, pensez, chers auditeurs, à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme de podcast, par exemple Spotify, Castbox ou Deezer. Et désormais, vous pouvez même écouter tous nos épisodes sur YouTube directement sur la chaîne de l'Express. France-Allemagne, le duel est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.